Bonjour à tous. L'événement est retransmis en hybride, donc il y a normalement 150 personnes aujourd'hui en physique, 150 personnes en visio. Et en tout, sur les 2 jours et les 4 événements, on a 780 personnes qui participeront. Donc c'est déjà un franc succès, on est assez content. On a reporté cet événement, donc on est ravis de vous voir aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça devait être au mois de février, mais la crise sanitaire ne nous a pas laissé l'occasion de faire les choses dans le timing des présidentielles. Je vais passer la parole au sénateur Gontard, qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez lui. Et merci pour ton intervention. Bonjour à tous et bienvenue ici pour ce congrès Interchanvre. Moi, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir et je remercie Franck Barbier et toute l'équipe d'Interchanvre, donc le président d'Interchanvre, d'avoir accepté en tout cas et même de nous avoir proposé d'organiser cette première partie de ce congrès ici au Sénat, parce que je pense que ça a à la fois du sens par rapport au travail qui peut être fait, par rapport au lien aussi avec tout le travail législatif sur l'évolution de la question du chanvre, et que ça se fasse ici dans cette enceinte. Je voudrais d'abord, pour commencer, excuser un certain nombre de personnes et puis saluer aussi des collègues qui, eux, sont présents, sénatrices et sénateurs. Mon collègue Daniel Salmon, Pierre Cuypers, je ne sais pas s'il est arrivé, je ne l'ai pas aperçu, mais du coup qui doit aussi nous rejoindre. Vanina Paoli-Gagin qui également s'intéresse beaucoup à cette question du chanvre et qui devrait être présent. Et puis Catherine Dumas, sénatrice, que je me permets d'excuser. Mais c'est vrai que ça montre aussi du coup l'intérêt aussi au Sénat que peut avoir cette question de la filière chanvre, du développement du chanvre, et qui est en pleine évolution, en pleine discussion aussi dans cette assemblée. Donc je disais, moi je suis très heureux de vous accueillir. J'en profite aussi pour remercier ceux qui ont fait en sorte que justement cette journée et ces journées puissent avoir lieu, parce que je sais que c'est un sacré travail d'organisation, et je remercie en particulier Nathalie Fichot, qui est toujours là, toujours présente quand il s'agit justement de promouvoir le chanvre, et puis Joël Lagneau qui ont participé à cette organisation. Et puis j'associe aussi mon équipe et mes collaboratrices et collaborateurs qui ont aussi également participé à l'organisation. Donc c'est vrai que le chanvre, c'est un vaste sujet. Je ne l'ai pas dit, donc je suis sénateur de l'Isère, président du groupe écologiste Solidarité et Territoire. Et c'est vrai qu'en tant qu'écologiste, cette question du chanvre, de cette culture historique, on l'a toujours à la fois défendue, mais également regretté aussi l'image que cette plante ait pu porter, la réputation, et qui est fait que du coup on a souvent un petit peu traîné pour son développement. Elle a souvent été mise de côté, alors que c'est une plante historique. Je reviendrai dessus, et une culture historique sur l'ensemble de notre territoire national. Sur cette plante, on connaît le potentiel extraordinaire qu'elle peut dégager, qui est, on le sait également, et ça va être aussi le sujet justement de cette journée, un outil majeur de la transition écologique. Et j'ai essayé de lister en fait toutes les valeurs justement de cette plante. On sait que c'est une plante qui est cultivée, utilisée depuis l'Antiquité sur l'ensemble des continents. C'est une plante qui a permis de nourrir l'homme et le bétail également depuis de nombreuses années, qui permet de s'habiller, on en parlera aussi tout à l'heure, qui permet de se loger grâce à différents matériaux, et grâce notamment au béton de chanvre avec des propriétés isolantes remarquables, mais bien d'autres techniques sur la question de la construction. C'est une plante qui permet de faire du papier sans abattre d'arbres, et donc il y a aussi un intérêt sur l'industrie papetière. C'est une plante qui permet de produire des bioplastiques qui soient solides, et aussi avec cette notion de compostable et en tout cas de réutilisation. Et donc on voit l'étendue de la gamme, et c'est pareil, je pense que sur les bioplastiques, il y a également une table ronde, je crois, qui est organisée cet après-midi.
C'est également une plante qui permet de faire des cosmétiques en limitant les intrants chimiques. C'est une plante aux vertus thérapeutiques qui soulage des douleurs qu'on voit souvent rien d'autre ne soulage. C'est une plante qui apaise, qui aide certains à trouver quiétude ou le sommeil. C'est une plante qui a l'intérêt à la fois de pousser vite, presque toute seule, alors pas totalement toute seule. Je sais qu'il y a certains agriculteurs qui sont dans la salle, je ne vais pas dire qu'il ne faut rien faire, ça demande quand même un accompagnement, mais c'est surtout une plante qui a besoin de peu ou de pas d'intrants chimiques, peu d'arrosage et souvent sans désherbage. C'est aussi une plante qui restructure les sols, qui favorise les rotations des cultures, notamment sur un même terrain, qui a des qualités sur la structuration des sols, notamment sur les zones de captage. C'est aussi une plante, et c'est également le sujet de ce congrès, qui stocke le carbone plus que toute autre culture, et même plus que la forêt. Et c'est encore une plante qui a inspiré des poètes comme Baudelaire et Rimbaud, pour ne citer qu'eux. À vous dire, quand j'ai fait cette liste, et encore, je pense qu'on pourrait en rajouter, on pourrait encore développer, je me suis dit, c'est quand même curieux, il doit bien y avoir un inconvénient, il doit bien y avoir quelque chose qui ne va pas, il doit bien y avoir un loup quelque part. Je dirais que je ne l'ai pas encore trouvé. Alors je ne sais pas si certains ici trouveront justement peut-être des inconvénients. Je dirais que peut-être en réfléchissant, l'inconvénient, c'est ce que je disais au début, c'est l'image, sa réputation qu'il a pu avoir, et le fait que du coup, ça a empêché justement son développement, ça a empêché la recherche, et ça a empêché, comme il y a pu avoir sur d'autres végétaux, un vrai développement. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse agir très fortement sur cette question-là, sur comment, remettre cette plante avec l'ensemble de ses valeurs au centre de nos discussions. Et puis, je le disais, moi, ce qui m'intéresse aussi, et quand on a commencé à travailler justement sur ces questions de filière, c'est qu'en plus, c'est pas une plante, c'est pas une culture qui vient d'ailleurs, qu'on est venu importer, qu'on s'est dit, allez, effet de mode, et voilà, ça va fonctionner, ça va marcher. Non, c'est une culture historique sur l'ensemble, je le disais, de nos territoires. J'ai une petite anecdote, moi j'ai été maire d'une commune du Percy, dans l'Isère, une toute petite commune, et j'ai retrouvé, j'aurais dû l'amener d'ailleurs, mais j'ai pas, une missive du roi Louis XIV, qui en fait écrit à la commune et à l'ensemble des communes environnantes pour saisir en fait les cultures de chanvre et prendre une partie, notamment pour la fabrication des voilages des bateaux royaux. Donc voilà, et ça montre justement qu'on était un territoire de culture du chanvre qui avait ses pratiques ancestrales, qui existaient, qui étaient là, qui parfois il faut retrouver. Et c'est ce que je trouve aussi intéressant avec cette histoire, sur le fait qu'on ne vient pas importer quelque chose de tout fait, mais qu'on vient plutôt recommencer, et de la même manière sur la construction. Peut-être, pour terminer, je pense que, et on le voit là, et je le disais tout à l'heure, l'autre intérêt de cette plante, c'est qu'elle rassemble. J'ai été frappé sur les différents débats qu'on a pu avoir au Sénat. On avait fait, à l'initiative de notre groupe, un débat justement sur l'avenir du chanvre, sur la question de la filière chanvre. À la fois l'évolution, mais surtout les prises de parole, et je vous invite d'ailleurs à réécouter ou en tout cas à suivre ce débat, je dirais de la gauche à la droite de l'hémicycle, sur l'ensemble. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait avancer, qu'il y avait de l'avenir derrière cette filière, qu'on attendait justement des clarifications réglementaires pour pouvoir avancer encore plus vite, mais qu'il y avait vraiment cette attente. Donc en plus, elle a ce mérite-là aussi, c'est de nous rassembler et d'avancer ensemble. Peut-être un petit mot sur, je dirais, peut-être mon histoire personnelle avec le chanvre. Avant d'être sénateur, j'étais architecte. Je suis toujours architecte, je pratique un petit peu moins. Mais donc du coup, j'ai été sensible à l'impact environnemental de la construction, sur ces questions de comment construire local, comment
remettre la main justement sur nos matériaux de construction. Et je dirais qu'on le voit encore plus aujourd'hui avec la pénurie de matériaux, avec la difficulté quand on est dépendant d'autres secteurs, d'autres pays pour l'utilisation de nos matériaux. Bah, c'est vrai que de réfléchir à comment, et du même type, puisqu'on a aussi beaucoup travaillé sur la question de l'alimentation, de la fourche à la fourchette, d'avoir ce même principe, de réfléchir de la fourche au logis, quoi. C'est-à-dire comment on peut produire dans un rayon très court, 30, 40 km, nos matériaux de construction, construire nos bâtiments avec les matériaux, que ce soit la terre, que ce soit la paille, que ce soit le bois, et bien évidemment la question du chanvre. Donc moi, c'est un élément qui m'a toujours intéressé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sans parler de toutes les qualités de construction dont j'ai rappelé tout à l'heure, sur la question du chanvre. Ensuite, il y a eu au Sénat, c'est vrai que ce dossier, moi j'ai été élu en 2017, est arrivé, je dirais, sur la table, en fait, suite à une mission d'information que j'avais eu, laquelle j'avais participé à l'initiative de mon collègue Joël Labbé, sénateur du Morbihan, et que je profite pour saluer. Il avait organisé une mission d'information sur l'herboristerie, que je vous invite aussi à consulter, qui est un rapport très intéressant au sens large sur l'ensemble des plantes clés à l'herboristerie. Mais pendant cette mission, on avait fait beaucoup d'auditions sur différents secteurs en France et on avait eu beaucoup de remontées justement sur les blocages qu'il pouvait y avoir sur la réglementation liée au chanvre. Bien sûr, à l'époque, c'était en plein dans le flou, je dirais, juridique sur la question du CBD également. Et donc, c'est vrai qu'on s'était emparé de cette question. C'est là où j'ai pu rencontrer un certain nombre d'acteurs, et notamment Interchanvre, qu'on a pu faire le lien aussi avec différents ministères pour à la fois évoquer cette question des filières et ces défis réglementaires. Et puis l'Assemblée nationale a pris également la suite avec la mission sur tous les usages du chanvre, la mission d'information, qui a aussi été un élément et un moment intéressant que différentes commissions, puisqu'à la fois Affaires éco, à la fois Affaires sociales, Commission des lois, se soient réunies pour travailler sur cette question du chanvre et d'élargir totalement le spectre et l'utilisation du chanvre sous toutes ses formes. Donc qui a aussi fait avancer, même si on aurait aimé que ça aille plus vite et qu'on aille beaucoup plus loin. Et puis, je le disais, notre groupe ici au Sénat, on a eu de cesse à la fois d'interpeller le gouvernement sur des questions d'actualité, sur des débats en séance, j'en parlais le dernier qui a quelques mois, et puis on est en train de rédiger, enfin on vient de terminer de rédiger une proposition de résolution justement pour pointer toutes ces questions de réglementation. À la fois j'en ai parlé sur la question du CBD, sur le fameux arrêté qui doit être rédigé, mais aussi sur toutes les questions réglementaires en matière de construction, parce que c'est un sujet aussi particulièrement important, et je dis de construction et d'autres, puisque la question des bioplastiques, la question plus généralement de l'utilisation du chanvre sous toutes ses formes. On a bien sûr aussi défendu, je le parlais, sur la question de ces matériaux biosourcés. Je prends un exemple d'un amendement sur la formation des architectes qui avait été adopté dans la loi AGEC. Alors, je ne vais pas dire que les architectes sont mal formés, ce n'est pas moi qui vais vous dire ça, et que la question des matériaux biosourcés, de son utilisation, elle est évidemment au cœur de la formation des architectes, mais c'était intéressant qu'on puisse aussi vraiment le pointer dans la loi pour dire que c'était vraiment au cœur aussi de la formation et de la connaissance sur l'ensemble de ces matériaux biosourcés. Et ça va avec aussi l'évolution de la réglementation, la mise en place de la réglementation environnementale 2020, dont on attend toujours son application, puisque, je dirais, quasi année après année, on nous dit que si ça va arriver, elle va se mettre en place. Bon, peut-être que cette transition, ce temps-là, était peut-être nécessaire pour que justement l'ensemble des filières puissent s'adapter. Mais en tout cas, on voit que là, on a un vrai créneau sur l'utilisation des matériaux biosourcés et que justement, on a besoin de structurer ces filières, on a besoin d'avancer, on a besoin de trouver à la fois des règles, des normes très claires sur notamment la question du chanvre pour être prêt justement dès que cette réglementation 2020 sera en application, parce qu'il va y avoir un vrai appel. Bien sûr, la question de la formation aussi des artisans, des entreprises.
Et puis, c'est brutal, mais je vais essayer de me dépêcher. Non, du coup, sur la question, je terminerai peut-être par là, mais sur la question des normes, je pense qu'il y a un point de vigilance, moi, sur lequel j'ai envie d'appuyer. On sait que c'est souvent les plus gros groupes qui ont les moyens, les capacités de mettre en place des normes, des avis techniques, de pouvoir, et c'est bien. Et c'est bien qu'on ait des avis techniques, qu'on ait des normes très claires et très nettes sur les matériaux de construction. Mais je pense un point de vigilance aussi sur toute la question de justement la réutilisation de ces matériaux, je dirais de manière ancestrale, de la manière sur la plus-value que peut apporter des artisans en mélangeant justement le chanvre, la terre avec différentes solutions. C'est aussi une manière de pouvoir trouver justement, de faire d'autres solutions, d'évoluer. Et donc je pense qu'il faut trouver une place pour ces deux types de construction. À la fois, bien sûr, on va avoir besoin de grands groupes, on va avoir besoin d'avoir des choses très cadrées, mais il faut aussi qu'on ait une place sur le terrain pour la construction artisanale. Un mot quand même sur la commande publique. Je pense que c'est particulièrement important qu'on s'y attelle. Moi, je l'ai vu sur la construction bois et notamment sur l'utilisation du bois local, la manière dont la commande publique et dont les acteurs publics, en passant commande, en demandant à ce que justement leur bâtiment soit construit en chanvre ou avec d'autres matériaux biosourcés, mais en l'occurrence en chanvre, c'est un véritable boost. À la fois une école dans une commune qui est construite en chanvre, c'est tous les élèves, c'est tous les parents d'élèves qui vont voir ce bâtiment, qui auront envie par la suite peut-être de construire, qui vont connaître aussi ce type de construction, qui vont en voir aussi les avantages. Donc il y a un vrai intérêt. Je pense qu'on peut travailler sur comment développer cette commande publique. Un petit exemple, mais un petit exemple, on essaye de travailler notamment à l'échelle de l'Isère, mais ça peut être vraiment repris sur d'autres départements, sur les subventions qui sont données via la DETR, les subventions qui sont données aux communes, les subventions de l'État. On l'avait fait sur le bois avec des bonus en fait sur des communes qui font le choix notamment par exemple d'utiliser du bois local. En Isère, on a le bois des Alpes, AOC, bois de Chartreuse, ont un bonus. Et ça leur permet d'y aller, de faire cette démarche-là. Et de la même manière, je pense qu'en tout cas, on est en train de réfléchir, on en avait parlé avec Nathalie Fichot, d'essayer de trouver ce même type de procédé qui permet de donner un bonus, de donner envie en fait à des collectivités de pouvoir passer le pas et de pouvoir rentrer dans ce procédé et de pouvoir le développer. Voilà, je n'irai pas plus loin, juste vous dire sur la question agricole aussi, il y a besoin de cet encadrement, il y a besoin de cette visibilité. Moi, je le vois sur mon territoire. On a des acteurs en Isère très forts, très présents. J'en salue d'ailleurs, je vois monsieur Chola qui est ici et qui travaille et qui avance aussi pour développer cette filière sur notre territoire. Donc on voit qu'il y a de l'avenir, il y a un vrai développement en cours. Moi, je dirais pour terminer qu'en fait, on a surtout besoin d'avoir de la visibilité. Et donc d'avoir de la visibilité à travers l'encadrement à la fois législatif. Bon, j'en ai parlé très rapidement sur la question du CBD, mais je sais pareil qu'il y aura un atelier sur la question de la molécule plutôt en fin de congrès, en fin de journée. Mais de manière générale, on a besoin de cette visibilité pour pouvoir avancer, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir développer ce matériau dont je ne cesse de rappeler les multiples avantages. Donc voilà, je pense que cette journée et les prochaines journées sont particulièrement importantes. Je vous souhaite de bons débats, de tables rondes très riches, mais j'ai vu qu'elles étaient variées. Et puis encore, voilà, bienvenue au Sénat, et moi très heureux vraiment que justement, dans cette chambre des territoires, on puisse parler de cette plante, à la fois de ses vertus, qui justement ont un lien très direct avec l'ensemble de nos territoires. Merci à vous et très bon congrès. Merci.